J'étais en train de me préparer pour le déjeuner dominical chez mon fils quand mon avocat m'a envoyé un texto. « Appelez-moi maintenant, n'y allez pas !» Ce qu'il avait découvert sur le complot de ma belle-fille et de mon fils a tout fait basculer, irrémédiablement. Je m'étais levée tôt ce dimanche-là, fébrile comme une écolière, car Antoine, mon fils unique, m'avait convié à déjeuner. Cela faisait des semaines que nous n'avions pas partagé un moment ensemble. Des semaines où chacun de mes appels se terminait par un « Je te rappelle plus tard, maman, je suis occupée ». Mais ce dimanche était distinct. Il avait lui-même insisté. « Maman, viens à la maison. Élise a préparé ton bœuf bourguignon préféré. » J'avais souri en raccrochant. Peut-être que les choses s'arrangeaient enfin entre nous. J'étais devant le miroir, attachant le collier de perles que feu mon mari m'avait offert il y a 30 ans, quand mon portable a vibré sur la coiffeuse. C'était un message de Maître Moreau, mon avocat. Juste 2 mots en capitale. Appel urgent. Le cœur s'est serré. Maître Moreau n'écrivait jamais ainsi. C'est un homme posé, méthodique, du genre à peser chaque mot. Je le connaissais depuis 15 ans, depuis qu'il m'avait aidé avec la succession de mon mari. J'ai composé son numéro, les mains tremblantes. « Hélène, Dieu merci, vous répondez. » Sa voix semblait agitée, ce que je ne lui avais jamais connu. « Où êtes-vous ?»« Chez moi, maître. Je me prépare pour aller chez Antoine. »« N'y allez pas, je vous en prie. Écoutez-moi bien. N'allez pas dans cette maison. » La robe en lin que je tenais dans l'autre main m'a glissé des doigts. « Quoi? De quoi parlez-vous? » « C'est le déjeuner avec mon fils. C'est lui qui m'a invité. »« Hélène, j'ai trouvé quelque chose de très grave. Il faut que vous veniez à mon cabinet, tout de suite. Ou, si vous préférez, je viens chez vous. » Ma respiration est devenue lourde. Dehors, le soleil matinal entrait par la fenêtre. Mais j'ai soudain eu froid. « Maître, vous me faites peur. Que se passe-t-il » Il y eut un silence, quelques secondes à peine, qui parurent une éternité. « Votre appartement, Hélène. Il ne vous appartient plus. » Mes jambes ont flanché. J'ai dû m'asseoir sur le bord du lit. « Comment ça? Il n'est plus à moi ?»« Bien sûr qu'il est à moi. Je l'ai acheté avec mon propre argent. J'ai travaillé 30 ans pour... » Vous avez signé une donation de la pleine propriété il y a 6 mois. Votre fils en est le propriétaire légal désormais. Et il y a pire, bien pire. Mais je ne peux pas vous le dire par téléphone, Hélène. C'est très sérieux. Le monde s'est arrêté. Mon appartement, ce lieu que j'ai bâti avec de la farine et du sucre, avec mes mains fatiguées, avec les nuits blanches devant le four après la mort de mon mari, le lieu où j'ai élevé Antoine, où se trouvent les photos de toute ma vie. « J'arrive », ai-je murmuré. « Donnez-moi 20 minutes. » J'ai raccroché. Je suis restée assise, regardant la robe en lin gisant au sol. Et alors, j'ai compris quelque chose qui m'a glacé le sang. Ce déjeuner n'était pas une réconciliation. C'était un piège. Si quelque chose dans ce récit vous noue la gorge, restez jusqu'au bout. Car ce que j'ai découvert cet après-midi-là ne m'a pas seulement privé de mon foyer. Cela m'a ôté la foi en mon propre sang. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et accompagnez-moi dans ce témoignage, car j'ai besoin que quelqu'un d'autre sache ce que j'ai vécu. Pendant que je conduisais vers le cabinet de Maître Moreau, les larmes ont commencé à brouiller ma vue. J'ai dû m'arrêter à un feu rouge et respirer profondément, essuyant mes yeux du revers de la main. Les gens passaient à côté de moi, riant, marchant tranquillement, ignorant que mon univers venait de s'effondrer. Comment en étais-je arrivée là? Mon esprit est reparti en arrière, vers les jours les plus sombres de ma vie. Il y a 12 ans, quand mon époux Jean-Pierre est mort d'un infarctus foudroyant, je me suis retrouvée seule avec 2 500 € en banque et un loyer qui arrivait à échéance. Antoine venait d'entrer à l'université. Il avait 20 ans et toute la vie devant lui. J'en avais 56, aucune retraite et un vide dans la poitrine qui semblait tout avaler. Mais je ne me suis pas offert le luxe de m'effondrer. Je me suis enfermée dans la cuisine de notre ancien logement en location et j'ai sorti le vieux robot KitchenAid que ma mère m'avait légué. Ce robot blanc,
lourd comme une ancre, qui me suivait depuis que j'étais jeune fille. Je l'ai nettoyé, graissé le moteur, et j'ai préparé mon premier fraisier. Je l'ai vendu au marché local pour 20 €. 20 € qui sont devenus 40, puis 100, puis 250. À la semaine, je préparais des gâteaux, des opéras, des macarons, des tartes tatin, des Paris-Brest toute l'année. Chaque fournée portait ma douleur, ma rage, mon besoin de survivre. Je travaillais de 5 heures du matin à 23 heures. Mes mains étaient brûlées. Mes yeux piquaient sous la lumière jaune de l'ampoule. Mais je n'arrêtais pas. Antoine me voyait travailler et parfois me disait « Maman, repose-toi, il est très tard. » Je lui souriais, la spatule à la main, et je répondais « Mon fils, c'est pour que tu aies ton diplôme, pour que tu ne manques de rien. » 5 ans plus tard, j'ouvrais ma propre pâtisserie. Une petite boutique dans le 16e arrondissement avec 3 employés pour m'aider. Mes desserts ont commencé à être vendus dans des restaurants de luxe. Des clients prestigieux payaient jusqu'à 150 € pour un seul gâteau de mariage. Mes mains, ces mains ridées et marquées par les brûlures, construisaient un avenir. Et puis, le jour le plus important de ma vie est arrivé. J'avais 64 ans quand j'ai signé l'acte de vente de cet appartement. Mon foyer. Un magnifique T3 dans le Marais, avec un balcon plein de géraniums d'où je pouvais voir les arbres. Il a coûté 750 000 €. Je l'ai payé comptant. Chaque billet représentait une aube devant le four, une commande livrée, un « oui » d'un client satisfait. Le notaire m'a remis les clés, et j'ai pleuré comme jamais. J'ai appelé Antoine cet après-midi-là. Il était diplômé en ingénierie informatique. Il travaillait dans une multinationale, gagnait bien sa vie. Je lui ai dit « Mon fils, nous avons notre chez nous. Nous ne dépendrons plus jamais de personne. » Il est venu ce soir-là, une bouteille de champagne à la main. Nous avons trinqué dans le salon vide, assis par terre car je n'avais pas encore de meubles. Il m'a serré fort et m'a dit « Maman, tu es la femme la plus forte que je connaisse. » J'ai gardé ces mots comme un trésor. En plus de l'appartement, j'avais réussi à économiser 45 000 €. Je les avais sur un compte d'investissement à terme. C'était mon matelas, ma sécurité, ma vieillesse digne. Je pensais tout laisser à Antoine un jour, mais en héritage, pas en aumône. Comme le fruit d'une vie bien vécue, pas comme un butin arraché. Je me suis garée devant l'immeuble où se trouvait le cabinet de Maître Moreau. J'ai coupé le moteur. Je me suis regardée dans le rétroviseur. J'avais les yeux gonflés, le maquillage coulé, les cheveux en désordre. Mais il y avait autre chose dans mon reflet. Il y avait de la peur. La peur de confirmer que tout ce pourquoi j'avais lutté, tout ce que j'avais bâti à la sueur de mon front et par mes insomnies, m'avait été ravi par les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. J'ai respiré profondément, pris mon sac, et je suis sortie de la voiture. Car s'il y a une chose que j'avais apprise dans cette vie, c'est celle-ci. Les batailles les plus rudes ne sont pas contre des inconnus. Elles se livrent contre ceux que vous pensiez incapables de vous trahir. Maître Moreau m'a reçu dans son bureau avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Une inquiétude mêlée de colère contenue. Il m'a servi un verre d'eau et a attendu que je m'assoie avant d'ouvrir un dossier bleu rempli de documents. Mais avant d'en arriver là, je dois vous raconter comment tout a commencé. Comment une femme que je ne connaissais pas est entrée dans nos vies et, sans que je m'en rende compte, a commencé à tout détruire de l'intérieur. Il y a 3 ans, Antoine est arrivé chez moi un samedi après-midi avec un sourire que je ne lui avais pas vu depuis longtemps. Il tenait par la main une femme mince, aux cheveux blonds et lisses, impeccablement vêtue d'un tailleur gris clair, talons aiguilles, sac de marque, un parfum cher qui a inondé mon salon dès son entrée. « Maman, voici Élise !» a dit mon fils avec cette voix excitée de celui qui présente quelqu'un d'important. Elle est diplômée en finance. Elle travaille dans un cabinet de conseil en investissement. Élise m'a tendu la main. Pas d'embrassade, pas de sourire chaleureux. Juste un sourire poli, mesuré, froid. « Madame Hélène, ravie de vous rencontrer. Antoine m'a beaucoup parlé de vous.
Elle m'a plu au début. Ou peut-être que je me suis forcée à l'apprécier parce que je voyais mon fils heureux. Je ne l'avais pas vu ainsi depuis des années. Depuis que sa dernière petite amie l'avait quitté, Antoine était devenu plus sérieux, plus enfermé dans son travail. Élise semblait brillante, intelligente, le genre de femme qui sait ce qu'elle veut. J'ai pensé, c'est bien que mon fils ait trouvé quelqu'un comme ça, quelqu'un qui le pousse à évoluer. Je ne savais pas que ce qu'elle voulait, c'était exactement ce que j'avais construit. Les premiers mois furent normaux. Il venait me voir le dimanche. Élise apportait toujours des desserts d'une pâtisserie de luxe, genre Pierre Hermé, ceux qui coûtent 15 € la part. Je lui proposais mon clafoutis maison, mes sablés à la cannelle, tout juste sortis du four. Mais elle goûtait à peine un petit morceau et le laissait dans l'assiette. « C'est que je fais attention à ma ligne, Madame Hélène », disait-elle avec ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mais ça a l'air délicieux. » Et puis les commentaires subtils ont commencé. Enveloppés dans des mots aimables, mais des commentaires quand même. Un jour, alors que nous prenions le café dans mon salon, Élise a regardé autour d'elle et a dit « Madame, cet appartement a énormément de potentiel. Avec une rénovation, il pourrait valoir le double. Ces meubles en bois sombre sont jolis, mais si vous changiez pour du scandinave, plus minimaliste, imaginez le changement. » J'ai souri, mal à l'aise. Je les aime comme ça. Chaque meuble a son histoire. « Bien sûr, a-t-elle répondu en touchant ses cheveux parfaitement lissés. « C'est juste que, parfois, s'accrocher au passé nous empêche d'avancer. Vous ne croyez pas ?» Antoine n'a rien dit. Il a juste bu son café en silence. Un autre dimanche, alors que je préparais une blanquette de veau dans la cuisine, Élise est entrée et s'est appuyée au bar. « Madame Hélène, avez-vous déjà un plan de retraite structuré? Parce qu'avec votre âge, vous devriez penser à des investissements plus sûrs, à diversifier votre patrimoine. »« J'ai mes économies, » ai-je répondu en remuant la cocotte. « Et mon commerce me permet encore de bien vivre. »« Ah oui, la pâtisserie, » dit-elle avec une intonation qui ne me plut pas. « C'est très artisanal, mais dites-moi, avez-vous pensé à ce qui arrivera quand vous ne pourrez plus travailler? Quand vos mains ne répondront plus comme avant? » J'ai eu une boule dans la gorge, car c'était une question que je m'étais posée lors de mes insomnies. Mais l'entendre de sa bouche, dite ainsi, si froidement, si calculatrice, m'a blessée. « C'est pour cela que j'épargne, » ai-je dit fermement. « Et c'est pour cela que j'ai cet appartement. C'est ma sécurité. » Élise a hoché la tête lentement, comme si elle prenait une note mentale. « Évidemment. Mais savez-vous ce qui serait plus intelligent? Mettre cet appartement au nom d'Antoine, dès maintenant. Ainsi, quand le moment viendra, il n'y aura pas de problème juridique ni de droit de succession à payer. Tout resterait en famille, protégé. » Quelque chose en moi s'est hérissé, mais je n'ai rien dit. Antoine n'intervenait toujours pas. Le mois suivant, ils ont annoncé leur mariage. J'ai organisé une petite réception chez moi pour célébrer. J'ai invité mes amis de la pâtisserie, quelques voisins, la famille. Élise est arrivée en retard, l'air agacé, et a à peine touché les plats que j'avais préparés avec tant d'amour. C'est que je n'ai pas l'habitude d'une cuisine aussi traditionnelle, m'a-t-elle dit à voix basse pendant qu'Antoine parlait à un cousin. J'ai dégluti et j'ai souri. La réception a eu lieu dans un hôtel de luxe qui l'ont payé. Je n'ai eu mon mot à dire sur rien. Ni le menu, ni la musique, ni la liste des invités. « C'est notre jour », m'a rappelé Élise. Et en tant que mère, je devais respecter leurs décisions. Je me suis assise à ce mariage en me sentant comme une simple invitée, pas comme la mère du marié. Et après leur lune de miel en Asie, quelque chose a définitivement changé. Les visites se sont raréfiées. Antoine était toujours occupé. Élise avait toujours une réunion, un engagement, de la fatigue. Quand j'appelais, il répondait par monosyllabes. Quand je proposais qu'on se voie, il repoussait. Et quand il venait enfin, Élise dominait la conversation, parlait de ses succès, ses projets, ses investissements.
Elle regardait mon appartement comme on évalue un bien à acheter pour le revendre à la découpe. Une nuit, seule dans ma chambre, je me suis demandé si j'exagérais, si c'était moi le problème, si je n'acceptais pas que mon fils ait sa propre vie. Mais quelque chose dans mon cœur me disait que non, qu'il y avait quelque chose de plus sombre qui grandissait derrière ses sourires froids et ses commentaires déguisés en conseils. Et j'avais raison. Mais quand je l'ai enfin découvert, il était bien trop tard. Maître Moreau a posé le premier document devant moi. C'était un acte notarié. J'ai reconnu ma signature au bas de la page. Mes mains se sont mises à trembler. « Avant de vous expliquer ceci, » dit Maître Moreau d'une voix grave, « j'ai besoin que vous me racontiez exactement comment vous en êtes arrivé à signer ce papier. J'ai fermé les yeux et je suis revenu à ce jour, 6 mois plus tôt. Un mardi après-midi. Antoine m'avait appelé ce matin-là, chose inhabituelle en semaine. « Maman, peux-tu venir déjeuner à la maison? Élise et moi devons te parler de quelque chose d'important. » Le ton était sérieux. Mon cœur s'est accéléré. J'ai pensé à une maladie, à des problèmes, à une mauvaise nouvelle. Pendant tout le trajet vers leur appartement de la Défense, j'ai prié en silence. Quand je suis arrivée, Élise m'a accueillie avec un sourire qui semblait trop large, trop répété. Elle avait dressé une table avec du confit de canard, une salade de roquettes et du vin rouge. Très élégant, très impersonnel. Rien que je n'apprécie vraiment. Mais j'ai mangé en silence, attendant qu'ils me disent ce qui se passait. Après le dessert, Antoine et Élise ont échangé un regard. Il s'est éclairci la gorge. « Maman, nous avons beaucoup réfléchi à ton avenir. » Commença Antoine. « À ta sécurité. »« Ma sécurité ?» ai-je répété confuse. Élise s'est penchée en avant avec cette expression d'inquiétude que je sais maintenant être complètement fausse. « Hélène, Antoine et moi avons fait des recherches. Saviez-vous que lorsqu'une personne décède et laisse des biens immobiliers, les héritiers doivent payer d'énormes droits de succession? On parle de jusqu'à 35% de la valeur du bien. » Je suis restée glacée. « 35% » ai-je murmuré. « C'est exact » a-t-elle poursuivi, sortant un dossier avec des papiers imprimés, des graphiques, des chiffres surlignés en jaune. « Votre appartement est évalué à plus de 750 000 €. Cela signifie qu'Antoine devrait payer plus de 200 000 € juste en droits de succession. Et s'il ne les paie pas à temps, l'État peut saisir la propriété. » Mon fils a pris ma main. Cette main que j'avais tenue quand il apprenait à marcher, lors de sa première chute, quand il a eu son premier chagrin d'amour. « Maman, nous ne voulons pas que tu perdes ton appartement. Nous ne voulons pas que tout ton effort parte aux mains de l'État. C'est pourquoi nous avons cherché des options légales. » « Quelles options ?» ai-je demandé, la voix brisée. Élise a fait glisser d'autres papiers vers moi. Il y avait des mots que je ne comprenais pas. Donation de droits, transmission patrimoniale anticipée, protection fiscale. « La solution est simple et complètement légale, » expliqua-t-elle d'une voix douce, presque maternelle. « Vous faites une donation de la propriété à Antoine, de votre vivant. De cette manière, il n'y a pas de droit de succession exorbitant à payer. L'appartement est protégé, et vous, bien sûr, vous continuez à y vivre comme toujours. Rien ne change pour vous. C'est juste un papier, une formalité notariale pour protéger votre patrimoine. »« Mais je ne serai plus la propriétaire ?» ai-je demandé, sentant ma bouche s'assécher. « Sur le papier, oui, » répondit Antoine rapidement. « Mais dans la pratique, non. Ce sera toujours ton appartement. Maman, c'est ton foyer. Personne ne va te mettre dehors. C'est juste pour te protéger des impôts abusifs de l'État. » Élise a ajouté d'un ton urgent. « Et croyez-moi, Hélène, nous avons vu des cas terribles. Des personnes âgées qui perdent leur maison parce que leurs enfants ne peuvent pas payer les droits. Des familles détruites, des patrimoines perdus. Nous ne voulons pas que ça vous arrive. » Ils m'ont montré des articles imprimés d'Internet, des histoires de familles ruinées, des chiffres en rouge, des avertissements, des titres alarmants. J'étais étourdie, confuse, effrayée.
Mais n'y a-t-il pas une autre solution? Un testament? Non, les testaments n'évitent pas les droits de succession, maman, interrompit Antoine. Au contraire, ils compliquent là que les choses. C'est la solution la plus sûre. D'ailleurs, j'ai déjà parlé à un notaire. Tout est prêt. Nous avons juste besoin de ta signature. Tu as déjà parlé à un notaire? Ai-je répété, sentant une alarme dans ma poitrine. Pour accélérer le processus, expliqua Élise. Ces formalités peuvent prendre des mois, mais si vous signez cette semaine, nous sommes protégés. Votre appartement est protégé. Antoine a serré ma main. Maman, fais-moi confiance. C'est la meilleure chose pour toi, pour nous tous. Et ce fut mon erreur monumentale. J'ai fait confiance. J'ai fait confiance parce que c'était mon fils, parce que je pensais que personne au monde ne me protégerait mieux que lui, parce que j'ai supposé que son amour pour moi était inébranlable. 2 jours plus tard, je signais chez le notaire. L'homme a lu rapidement les documents, a indiqué où je devais apposer ma signature, et j'ai obéi comme une automate. Élise et Antoine étaient attelés là, souriants, détendus. Le notaire m'a donné une copie des papiers et m'a dit « Félicitations, vous avez réalisé un acte de grand amour et de prévoyance. » Je suis sortie de là avec un vide étrange dans l'estomac, mais je me suis convaincue que j'avais fait ce qu'il fallait. J'ai rangé les papiers dans un tiroir et j'ai essayé de ne plus y penser. Jusqu'à ce dimanche, jusqu'à ce message de Maître Moreau. J'ai ouvert les yeux et je l'ai regardé. Il avait la mâchoire crispée, les poings serrés sur le bureau. « Hélène, dit-il d'une voix rauque, ce que vous avez signé n'était pas une protection. C'était une donation pleine, entière et irrévocable de la propriété. Votre appartement ne vous appartient plus. Antoine en est le seul propriétaire légal. Et s'il voulait le vendre, vous expulser, l'hypothéquer. Il peut le faire sans votre consentement. » Les mots sont tombés sur moi comme des pierres. Mais il m'a dit, il m'a promis. Ils vous ont menti, a tranché Maître Moreau. Et il y a pire. Il a sorti un autre document, un relevé bancaire. Il y a 3 mois, Antoine a demandé un prêt hypothécaire en utilisant votre appartement comme garantie. 100 000 €. Ils les ont déjà sur leur compte. Le monde a cessé de tourner. Quoi? Ils endettent votre propriété, Hélène. Et s'ils ne paient pas, la banque l'a saisie. Mais ce n'est pas tout. Maître Moreau a sorti son téléphone. Il m'a montré des captures d'écran d'une conversation WhatsApp. Un contact à la banque m'a transmis ça. Ce sont des messages entre Élise et une de ses amies. J'ai lu. Et à chaque mot, j'ai senti mon âme se briser. On est presque débarrassé du fardeau. La vieille a tout signé. Maintenant, il faut juste la sortir de l'appartement et rénover. Antoine dit qu'on l'enverra dans un EHPAD public. De toute façon, elle a fait son temps. Et si elle résiste? Elle ne résistera pas. Elle est seule. Elle n'a personne d'autre. Et même si elle voulait se battre, elle n'a aucun papier pour la soutenir. L'appartement est à nous. J'ai laissé tomber le téléphone sur le bureau. Les larmes ont jailli sans contrôle, brûlant mes joues, étouffant ma voix. Mon fils, mon unique fils, l'enfant que j'ai porté dans mon ventre, que j'ai nourri quand je n'avais même pas de quoi manger pour moi, que j'ai habillé avec des vêtements que j'ajustais moi-même, que j'ai éduqué, protégé, aimé de chaque fibre de mon être, m'avait vendu pour 100 000 €. Je ne sais pas combien de temps je suis restée à pleurer dans ce bureau. Maître Moreau m'a apporté une tisane que je n'ai pas pu boire. Mes mains tremblaient tellement que le liquide se renversait sur mes jambes. Il a attendu en silence, me donnant l'espace dont j'avais besoin pour traiter l'impensable. Quand j'ai enfin pu parler, ma voix est sortie brisée, méconnaissable. « Comment avez-vous découvert tout ça ?» Maître Moreau s'est adossé à son fauteuil et a soupiré profondément. « Il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel d'un collègue du service de la publicité foncière. Il m'a demandé si j'étais toujours votre avocate. J'ai dit oui. Alors il m'a dit qu'il avait vu des mouvements étranges sur votre acte de propriété. Une donation totale, suivie presque immédiatement d'une demande de crédit hypothécaire. Ça lui a paru suspect. « Pourquoi suspecte ?» ai-je demandé en essuyant mes larmes.
Parce que, normalement, quand quelqu'un fait une donation pour protection patrimoniale, il n'hypothèque pas le bien immédiatement. Ça contredit le but supposé de protéger le bien. Mon collègue a senti que quelque chose n'allait pas et m'a prévenu. Maître Moreau a ouvert un autre dossier. J'ai commencé à enquêter. J'ai demandé des copies de tous les documents. J'ai vérifié le contrat de crédit. Et j'ai découvert que le prêt n'a pas été demandé pour améliorer la propriété, ni pour une urgence médicale. C'était un crédit à la consommation non affectée. C'est-à-dire que cet argent peut être utilisé pour ce qu'ils veulent. Pour ce qu'ils veulent ? Ai-je répété, nauséeuse. C'est ça. Acheter une voiture, partir en vacances, investir dans une autre affaire. Et vous, Hélène, bien que n'étant plus la propriétaire légale, restez comme caution morale. S'il ne paie pas, la banque exécute l'hypothèque et vend l'appartement aux enchères. Vous perdez votre foyer et eux gardent l'argent. J'ai senti la pièce tourner. Comment ai-je pu être si stupide ? Ai-je gémi en me couvrant le visage. Comment n'ai-je rien vu ? Vous n'avez pas été stupide, dit Maître Moreau fermement. Vous avez été manipulé. Ils ont utilisé votre amour, votre confiance et votre peur contre vous. Ce n'est pas de la stupidité, Hélène. C'est de l'abus. Le mot est resté flottant dans l'air. Abus. Mon propre fils abusait de moi. Mais il y a pire, a continué l'avocat. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir pire. J'ai engagé un détective privé, juste pour être sûr, et il a trouvé ça. Il m'a montré d'autres captures d'écran, cette fois d'une conversation entre Antoine et un agent immobilier. À combien peut-on mettre l'appartement ? Dans le Marais, avec ses caractéristiques, on peut demander 850 000 €. Ça partira vite. Parfait. Mais je dois d'abord sortir l'occupante actuelle. Tu connais des avocats qui gèrent des expulsions rapides ? Bien sûr, je te donne des contacts. Avec l'argent qu'il faut, en 3 mois, il est vide. Mon fils m'appelait l'occupante, comme si j'étais une étrangère, comme si je n'avais pas donné 30 ans de ma vie pour construire ce foyer. Hélène, écoutez-moi bien, dit Maître Moreau, en se penchant vers moi. Tra, il prévoit moi de vous expulser de votre propre appartement, de le vendre, de garder l'argent du crédit plus l'argent de la vente. On parle de plus de 950 000 € au total. Et de vous laisser à la rue. Ça ne peut pas être légal, ai-je murmuré. Il doit y avoir quelque chose, une loi qui me protège. Légalement, vous avez signé une donation volontaire devant un juge. C'est valide. Ils peuvent argumenter que c'était votre décision libre. Et sans preuve qu'il y a eu tromperie ou coercition, c'est très difficile à annuler. Très difficile ou impossible ? Maître Moreau a soutenu mon regard. Difficile, mais pas impossible. Si nous arrivons à prouver qu'il y a eu dol, fraude ou abus de votre vulnérabilité en tant que personne âgée, nous pouvons nous battre. Mais il nous faut des preuves solides. Et surtout, il faut qu'ils commettent une erreur. Quel genre d'erreur ? Qu'ils disent ou fassent quelque chose qui prouve leur véritable intention. Qu'ils prennent trop confiance, qu'ils révèlent leur plan ouvertement. Je suis restée silencieuse, digérant tout cela. Dehors, le ciel commençait à se couvrir. Le dimanche qui avait débuté avec tant d'illusions était devenu le pire cauchemar de ma vie. Et ce déjeuner, pourquoi m'ont-ils invité aujourd'hui, spécifiquement ? Maître Moreau a sorti un dernier document. Parce que demain, lundi, expire le délai pour que vous signiez votre renonciation à tout droit d'usufruit ou d'habitation sur la propriété. C'est le dernier papier dont ils ont besoin pour avoir le contrôle absolu. Si vous ne le signez pas, ils peuvent entamer une longue procédure légale. Mais si vous le signez, c'est fini. Ils peuvent vous expulser légalement à tout moment. Maintenant, tout prenait sens. L'invitation soudaine après des semaines de silence. Le bœuf bourguignon. Les sourires. Tout faisait partie d'un plan pour m'attendrir, pour que j'arrive confiante, heureuse, sans méfiance. Et après le dessert, il sortirait d'un quelques petits papiers pour que je signe sans lire, croyant que c'était des photos ou des souvenirs de famille.
Mais vous m'avez prévenu à temps, dis-je en regardant Maître Moreau avec une gratitude infinie. Je vous ai sauvé de signer ça, pour l'instant, répondit-il. Mais Hélène, ils ne vont pas abandonner. Quand vous n'irez pas aujourd'hui, quand vous ne signerez pas demain, ils vont vous mettre la pression. Ils vont vous chercher. Ils vont essayer de vous convaincre par tous les moyens. Que dois-je faire alors ? Ai-je demandé, me sentant petite, vulnérable, brisée. Maître Moreau a joint ses mains sur le bureau. Vous avez 2 options. La première, accepter ce qui s'est passé. Négocier avec eux un accord où ils vous permettent de vivre dans l'appartement jusqu'à votre mort et prier pour qu'ils tiennent parole. Il fit une pause. La seconde, vous battre. Rassembler des preuves, les enregistrer si nécessaire, démontrer qu'ils vous ont trompé et récupérer ce qui est à vous. Ai-je de réelles chances de gagner ? Si vous faites exactement ce que je vous dis, si vous êtes courageuse et stratégique, oui. Il existe des lois protégeant les personnes âgées vulnérables contre l'abus de faiblesse et la spoliation patrimoniale. Si nous prouvons la manipulation et l'abus, nous pouvons annuler la donation. Mais ce ne sera pas facile, et vous devrez affronter votre propre fils devant un tribunal. Les larmes sont revenues, mais cette fois, elles étaient différentes. Ce n'était pas seulement de la douleur. Il y avait autre chose qui commençait à grandir dans ma poitrine comme une braise ardente. La rage. J'ai levé la tête et j'ai regardé Maître Moreau dans les yeux. Je veux me battre. Je veux récupérer mon appartement. Et je veux qu'ils paient assez pour ce qu'ils m'ont fait. Il a hoché la tête lentement, avec un léger sourire. Alors, préparez-vous, Hélène. Car ce qui vient ne sera pas joli. Mais je vous promets que vous ne serez pas seule. Je suis sortie de ce bureau en milieu d'après-midi. Mon téléphone débordait d'appels manqués, d'Antoine et de messages d'Élise. « Maman, où es-tu ? Il est tard. Il t'est arrivé quelque chose ? Réponds, s'il te plaît. On s'inquiète. Le déjeuner refroidi ? » Je n'ai répondu à aucun. J'ai conduit jusqu'à mon appartement qui n'était plus le mien. Et je me suis assise dans le salon, dans la pénombre, regardant les photos sur les murs. Antoine bébé, Antoine à sa remise de diplôme, Antoine me serrant dans ses bras le jour où j'ai acheté cet endroit. À quel moment cet enfant était-il devenu un étranger, capable de me trahir ainsi ? Et plus important, à quel moment avais-je oublié que j'étais une femme qui n'abandonne pas ? Cet après-midi-là, quelque chose a changé en moi. La douleur était toujours là, mais elle était désormais accompagnée de quelque chose de plus fort, la détermination. J'ai passé toute la nuit éveillée, assise sur mon lit, le dos contre la tête de lit, à fixer le plafond tandis que les heures s'étiraient avec une lenteur insupportable. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Appels, messages. Chaque vibration était comme un coup de poignard dans l'estomac. À 2 heures du matin, Antoine a laissé un message vocal. Son ton avait changé. Il ne semblait plus inquiet. Il semblait agacé. « Maman, c'est ridicule. Tu ne réponds pas. Tu nous as posé un lapin. Tu nous mets dans l'embarras. Aie au moins la décence d'expliquer ce qui s'est passé. Appelle-moi demain matin. » J'ai effacé le message sans finir de l'écouter. Lundi matin, Maître Moreau m'a appelé. « Hélène, comment avez-vous passé la nuit ? » « Je n'ai pas dormi. » ai-je répondu d'une voix rauque. « Je m'en doutais. Écoutez, j'ai un plan. Mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance et que vous fassiez exactement ce que je vais vous demander. Dites-moi. Je veux que vous alliez à ce déjeuner. » Je me suis redressée d'un coup. « Quoi ? Vous êtes fou ? Je n'irai pas. »« Écoutez-moi, » interrompit-il calmement. « Nous avons besoin de preuves. Nous avons besoin qu'ils révèlent leurs intentions. Et la meilleure façon de les obtenir, c'est que vous y alliez, que vous prétendiez ne rien savoir et que vous les laissiez parler. Prenez votre téléphone, enregistrez tout dans votre sac. Enregistrez chaque mot, chaque geste, chaque commentaire. « Maître, je ne peux pas. Je ne peux pas m'asseoir en face d'eux et faire comme si... Je sais que c'est difficile, mais c'est le seul moyen. Si nous n'avons pas de preuves flagrantes de leur plan,
Ce sera votre parole contre la leur. Et devant un juge, ils peuvent prétendre que tout était légal et transparent. Il faut qu'ils se pendent eux-mêmes. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément. Et si je n'y arrive pas? Si je m'effondre sur place? Vous ne vous effondrerez pas, dit Maître Moreau fermement. Parce que vous êtes plus forte que vous ne le croyez. Et parce que vous avez survécu à pire qu'un déjeuner gênant. Voyez ça comme une performance. La performance la plus importante de votre vie. Cet après-midi-là, j'ai rappelé Antoine. J'ai pris ma meilleure voix de mère repentante. Mon fils, pardonne-moi. Dimanche, je me suis sentie très mal. Je crois que c'est quelque chose que j'ai mangé. J'ai dû rentrer d'urgence et je me suis endormie. Je viens seulement de voir tous vos appels. Il y eut un silence de l'autre côté. Puis sa voix, plus froide que d'habitude. Tu as été malade tout ce temps. Et tu n'as pas pu envoyer un message? Pardon, mon chéri. Je ne voulais pas vous inquiéter. On peut déjeuner aujourd'hui? Laissez-moi me rattraper. J'ai entendu Élise parler en fond sonore. Puis Antoine a répondu « Aujourd'hui, on ne peut pas. Mais demain, oui. 14 heures. Ça te va? Parfait, j'y serai. » J'ai raccroché et je suis restée à regarder le téléphone dans ma main. Maître Moreau m'avait donné des instructions précises. Activer le dictaphone, le mettre dans mon sac, le laisser à proximité pendant tout le repas. Le mardi est arrivé trop vite. Je me suis habillée avec un pull beige et un pantalon sombre. Rien d'élégant. Je ne voulais pas qu'il pense que c'était une occasion spéciale pour moi. J'ai pris mon sac en cuir marron, j'ai vérifié 3 fois que l'enregistreur était actif et j'ai conduit jusqu'à La Défense, l'estomac noué. Quand je suis arrivée à leur immeuble luxueux, le concierge m'a salué d'un sourire. J'ai hoché la tête sans un mot. Je suis montée dans l'ascenseur jusqu'au 15e étage. Chaque seconde semblait éternelle. J'ai sonné. Élise a ouvert la porte. Elle portait une robe bleu marine ajustée et les cheveux relevés en un chignon parfait. Elle m'a regardée de haut en bas avant de sourire. « Madame Hélène, ravie que vous vous sentiez mieux. Entrez. » Je suis entrée. L'appartement sentait le parfum cher et les bougies au bois de santal. Tout était impeccablement rangé. Pas un grain de poussière, pas un objet qui dépasse. C'était un espace froid, sans âme, comme un showroom de magazine. Antoine est sorti de la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon. Il m'a fait une bise sur la joue, mais c'était mécanique, sans chaleur. « Salut maman, assieds-toi, c'est presque prêt. » Je me suis assise à la table à manger en verre. J'ai posé mon sac sur la chaise vide à côté de moi, m'assurant que le micro était bien exposé. Élise a servi du vin. J'y ai à peine touché. Antoine a apporté les assiettes. Un risotto aux truffes. Rien à voir avec le bœuf bourguignon qu'ils étaient censés avoir préparé dimanche. Nous avons mangé en silence pendant les premières minutes. Je sentais leur regard sur moi, m'évaluant, mesurant chacun de mes mouvements. Finalement, Élise a rompu le silence. « Madame Hélène, nous voulions vous parler de quelque chose d'important. » Ça y était. « Oui ?» ai-je demandé en feignant l'innocence. Antoine a posé sa fourchette. « Maman, Élise et moi avons réfléchi. Maintenant que l'appartement est à mon nom, ce serait bien de faire quelques ajustements. »« Des ajustements ?» ai-je répété. Élise a souri, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. Ce qu'Antoine veut dire, c'est que cet appartement a beaucoup de potentiel inexploité. Avec une bonne rénovation, il pourrait devenir un excellent investissement. On pourrait même le louer et générer un revenu passif. J'ai senti mon estomac se serrer, mais j'ai gardé un visage neutre. Louer mon appartement. Eh bien, techniquement, ce n'est plus votre appartement, Madame Hélène, dit Élise d'une voix douce, presque maternelle. C'est celui d'Antoine, et il a le droit de prendre des décisions concernant sa propriété. Vous ne croyez pas? Mon fils n'a rien dit. Il regardait son assiette. De plus, a poursuivi Élise, vous vivez seul dans un T3. Ce n'est pas pratique à votre âge. L'entretien coûte cher. Ne serait-il pas mieux que vous déménagiez dans un endroit plus adapté? Adapté? Ai-je demandé, sentant la rage commencer à monter dans ma gorge.
Un endroit plus petit, plus gérable, expliqua-t-elle comme si elle parlait à une enfant. Il y a de très belles résidences pour seniors, avec des infirmières, des activités, des gens de votre âge. Vous seriez plus à l'aise. Tu es en train de me dire de quitter ma maison? Les mots sont sortis plus durs que je ne le voulais. Antoine a enfin levé les yeux. Maman, ne le vois pas comme ça. C'est pour ton bien. Tu n'as plus l'âge de vivre seul. Et si tu tombes malade, tu dois être dans un endroit où l'on s'occupe de toi. Je m'occupe de moi-même, ai-je répondu en serrant les poings sous la table. J'ai vécu seule pendant 12 ans, et je n'ai jamais eu besoin de personne. Mais les choses changent, Madame Hélène, interrompit Élise. Vous avez 68 ans. Il faut être réaliste. Et franchement, entretenir cet appartement est une dépense inutile alors qu'Antoine et moi pourrions investir cet argent dans notre avenir, dans l'avenir de notre famille. Cette dernière phrase est restée flottante dans l'air, comme un poison. Votre famille, ai-je répété lentement. Et moi, je suis quoi? Élise a scié, réalisant son erreur. Mais elle s'est vite rattrapée. Bien sûr que vous êtes de la famille, madame. Mais vous devez comprendre qu'Antoine et moi construisons notre propre vie. Et cet appartement représente un capital dont nous avons besoin. Du capital, ai-je répété, sentant les larmes me piquer les yeux. Ma maison est du capital pour vous. Antoine a soupiré avec impatience. Maman, ne sois pas mélodramatique. On essaie de résoudre ça de la meilleure façon. Écoute, on a déjà fait des recherches. Il y a un EHPAD public qui accepte les inscriptions sans frais. C'est l'État, mais c'est décent. 3 repas par jour, un médecin sur place. Un EHPAD public. Les mots sont sortis comme un gémissement étouffé. À ce moment, le portable d'Élise a sonné. Elle l'a pris et s'est levée. « Excusez-moi, c'est important. Je dois répondre. » Elle est sortie sur le balcon, fermant la porte vitrée derrière elle, mais pas complètement. Elle est restée entr'ouverte. Antoine et moi sommes restés seuls. Il ne me regardait pas. Il jouait avec sa fourchette, déplaçant le riz d'un côté à l'autre de l'assiette. « C'est aussi simple que ça ?» lui ai-je demandé d'une voix tremblante. « C'est aussi simple que ça de te débarrasser de moi ?»« Ce n'est pas ça, maman. C'est juste que... » « C'est quoi, Antoine? C'est quoi ?» Il a haussé la voix pour la première fois. « C'est que j'ai besoin de cet argent, d'accord? Élise et moi, on a des projets. On veut acheter un terrain à Deauville, construire notre maison. Mais on ne peut pas le faire si tout ton patrimoine est bloqué dans ce vieil appartement que tu n'utilises même pas entièrement. » J'ai eu le souffle coupé. « Ce vieil appartement, c'est ce que j'ai construit pour toi. » ai-je murmuré. Chaque brique, chaque fenêtre, chaque mètre carré a été pensé pour te laisser quelque chose, pour que tu aies une sécurité. Et je t'en remercie, maman. Mais je ne suis plus un enfant. J'ai 32 ans et j'ai besoin de prendre mes propres décisions. Du balcon, j'ai entendu la voix d'Élise au téléphone. Elle parlait assez fort pour que ses mots parviennent jusqu'à la salle à manger. « Ah oui, on est presque débarrassé du fardeau. On va l'envoyer dans un EHPAD public, tu imagines? Mais au moins, on récupère l'investissement. Non, ça n'a pas été difficile. La vieille est docile. Elle croit tout ce qu'on lui dit. 3 mois maximum, et l'appartement est à nous pour le vendre. » Le monde s'est arrêté. J'ai regardé mon fils. Il avait entendu chaque mot. Et il n'a rien fait. Il ne s'est pas levé pour me défendre. Il n'a pas crié sur sa femme. Il n'a pas dit « Ne parle pas de ma mère comme ça ». Il a simplement continué à déplacer le riz dans son assiette. Et à cet instant, quelque chose est mort en moi. Pas mon amour pour lui. Ça, aussi douloureux que ce soit, c'était toujours là. Ce qui est mort, c'est mon illusion. L'image que j'avais de mon fils. L'idée que je comptais pour lui, ne serait-ce qu'un peu. Je me suis levée lentement. J'ai pris mon sac. Antoine m'a enfin regardé. « Tu vas où ?» Je n'ai pas répondu. J'ai marché vers la porte. Élise est revenue du balcon avec un sourire. « Vous partez déjà, Madame Hélène ? Mais si nous n'avons pas fini de... » « Nous avons terminé. » ai-je dit d'une voix que je n'ai pas reconnue comme la mienne. « Nous avons tout terminé.
J'ai ouvert la porte et je suis sortie. Derrière moi, j'ai entendu Antoine dire « Laisse-la, elle finira par signer. Elle n'a nulle part où aller. » Je suis descendue par l'ascenseur, les jambes tremblantes. Je suis arrivée à ma voiture. Je me suis assise sur le siège conducteur. Et là, j'ai enfin explosé. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mon mari. J'ai pleuré la trahison, l'humiliation, le fils que j'avais perdu sans même m'en rendre compte. Mais quand les larmes ont séché, quand les sanglots sont devenus des hoquets, et les hoquets, le silence, j'ai sorti mon téléphone. J'ai arrêté l'enregistrement. 2h18 d'audio. Chaque mot, chaque plan, chaque insulte déguisée en inquiétude. J'ai envoyé le fichier à Maître Moreau, avec un seul message. J'ai ce dont nous avons besoin. Maintenant, dites-moi comment nous les détruisons. Je suis arrivée à mon appartement après 17 heures. Le soleil se couchait paresseusement, peignant le ciel en orange au-dessus des arbres du marais. Je suis entrée et j'ai fermé la porte à clé. Je suis restée debout dans l'entrée, regardant mon salon. Les meubles qu'Élise qualifiait de bois sombre, avec mépris. Les photos au mur qui documentaient toute une vie. L'odeur de vanille qui imprégnait toujours ma cuisine. C'était mon foyer, mon refuge, mon témoignage qu'une femme seule et veuve pouvait se relever et construire quelque chose de digne. Et ils voulèrent me l'arracher comme un objet jetable. Je me suis assise sur le canapé, dans la pénombre, avec mon sac toujours à l'épaule. Le silence de l'appartement était si profond que je pouvais entendre ma propre respiration saccadée. Pendant des années, je m'étais définie à travers mon fils. J'étais la maman d'Antoine. Ma raison d'exister était son bien-être, son succès, son bonheur. Chaque sacrifice, chaque nuit blanche, chaque gâteau que je ne goûtais pas pour qu'il ne manque de rien. Tout avait un sens parce que c'était pour lui. Mais qui étais-je sans ce rôle? Qui était Hélène quand elle n'était plus seulement une mère? La réponse est venue comme un murmure du plus profond de mon être. J'étais une survivante. Une femme qui avait enterré son mari et ne s'était pas laissée enterrer avec lui. Une femme qui avait transformé sa douleur en farine et en sucre, et ses ingrédients en un commerce. Une femme qui avait appris à négocier avec les fournisseurs, à calculer les coûts, à défendre ses prix quand les clients voulaient pas me payer moins que juste. J'étais une guerrière. Je l'avais toujours été. J'avais juste oublié de mettre mon armure. Mon téléphone a vibré. C'était Maître Moreau. Hélène. J'ai écouté tout l'audio. C'est de l'or pur. C'est suffisant pour prouver la fraude, la manipulation et l'abus de faiblesse. Êtes-vous prête pour la guerre? Mes doigts tremblaient sur le clavier, mais j'ai écrit avec une clarté qui m'a surprise moi-même. Je suis prête. Dites-moi quoi faire. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Demain, à la 1re heure. Venez à mon cabinet. Nous allons préparer une assignation qui fera trembler les fondations de leur monde parfait. Et Hélène, je vais vous demander des choses difficiles. Vous allez devoir feindre la faiblesse alors que vous êtes forte. Vous allez devoir agir en victime alors que vous êtes la chasseresse. Pouvez-vous le faire? J'ai souri dans le noir. Un sourire amer, mais un sourire quand même. Je peux faire tout ce qui était nécessaire. Cette nuit-là, quelque chose d'étrange m'est arrivé. Après tant de larmes, tant de douleurs, tant d'humiliation, j'ai dormi profondément. J'ai dormi comme je ne l'avais pas fait depuis des mois. Et j'ai rêvé. J'ai rêvé de ma mère. Elle était morte quand j'avais à peine 25 ans. Mais dans le rêve, elle était là, debout près de son four, avec cette expression sérieuse et déterminée dont je me souvenais si bien. « Ma fille !» m'a-t-elle dit sans lever les yeux de la pâte qu'elle pétrissait. « Tu te souviens de ce que je t'ai appris ?»« De quoi, maman ?»« Que les femmes comme nous ne se brisent pas. Elles lèvent. Oui, la vie nous frappe, nous met au feu. Mais nous ne cassons pas. Parce que nous sommes faites du même matériau que la levure, résistante à l'extérieur, puissante à l'intérieur, et capable de grandir même dans la chaleur la plus intense. Je me suis réveillée, les joues humides, mais cette fois, pas de tristesse. C'était autre chose. Quelque chose qui ressemblait à un adieu
et à un accueil en même temps. Je me suis levée, j'ai pris une longue douche et je me suis habillée avec soin. Pantalon noir, chemisier blanc, mon châle en laine gris. J'ai attaché mes cheveux en chignon bas. Je me suis regardée dans le miroir et pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas vu une victime. J'ai vu une femme prête à se battre. À 9 heures du matin, j'étais au cabinet de Maître Moreau. Il avait déjà tout préparé. Dossier, documents, l'ordinateur allumé avec l'audio transcrit mot pour mot. « Bonjour Hélène », me salua-t-il en étudiant mon visage. « Vous avez l'air différente. »« Je me sens différente », ai-je répondu en m'asseyant. « Dites-moi ce que je dois faire. » Maître Moreau a joint ses mains et s'est penché en avant. « La première chose est de comprendre à quoi nous nous attaquons. Ils ont la loi de leur côté, sur le papier. Vous avez signé volontairement. Mais nous avons quelque chose de plus puissant, la vérité, et les preuves que cette signature a été obtenue par la tromperie. Quelle loi nous protège? Le Code civil, sur l'abus de faiblesse et le dol. Spécifiquement l'article qui pénalise l'exploitation de la vulnérabilité d'une personne. Nous pouvons aussi invoquer l'escroquerie et l'abus de confiance. Mais ce ne sera pas rapide, Hélène. Cela peut prendre des mois. Le temps m'importe peu, ai-je dit fermement. Ce qui m'importe, c'est de gagner. Bien. Alors voilà ce que nous allons faire. Maître Moreau a déployé un plan détaillé. Premièrement, nous allons déposer une assignation en nullité de la donation de propriété, basée sur le dol et l'erreur substantielle. Nous joindrons l'audio comme preuve principale, ainsi qu'une expertise psychologique qui démontrera que vous avez été manipulé émotionnellement. Deuxièmement, nous demanderons une mesure conservatoire pour geler toute transaction sur la propriété pendant la durée du procès. Cela empêchera Antoine de vendre l'appartement avant que l'affaire ne soit résolue. Troisièmement, nous déposerons une plainte pénale pour escroquerie et abus de faiblesse sur personne vulnérable, ce qui est un délit passible de jusqu'à 5 ans de prison. Prison? Ai-je répété, sentant un frisson. Si le délit est prouvé, oui. Mais, Hélène, je dois vous le demander directement. Êtes-vous prête à ce que votre fils subisse des conséquences pénales? La question est restée suspendue dans l'air comme une guillotine. J'ai fermé les yeux. J'ai revu l'enfant de 5 ans qui pleurait quand il tombait, l'adolescent qui me serrait dans ses bras quand je pleurais son père, le jeune homme qui m'avait dit « Tu es la femme la plus forte que je connaisse ». Mais j'ai aussi vu l'homme qui m'appelait l'occupante, qui laissait sa femme me traiter de fardeau et de vieille, qui prévoyait de m'enfermer dans un EHPAD public pour garder mon patrimoine. J'ai ouvert les yeux. Je suis prête à tout ce qui sera nécessaire pour récupérer ma dignité. Maître Moreau a hoché la tête lentement. Alors, il y a autre chose que vous devez savoir. Pour que ce plan fonctionne, il faut qu'ils se sentent en confiance, qu'ils croient qu'ils ont gagné. Je veux que vous les appeliez, que vous jouiez la carte de la défaite. Dites-leur que vous êtes prête à négocier. Négocier? Feignez d'accepter de quitter l'appartement en échange d'une petite pension mensuelle. Dites-leur que vous voulez juste la paix, que vous ne voulez pas de problème. Plus ils se sentiront en sécurité, plus ils commettront d'erreurs. Et nous documenterons tout. Vous voulez que je m'humilie encore plus? Je veux que vous jouiez aux échecs, Hélène. Parfois, pour faire échec et mat, il faut d'abord sacrifier des pièces. Vous me faites confiance? Je l'ai regardé fixement. Cet homme m'avait prévenu à temps. Il m'avait cru quand tout le monde aurait pensé que j'étais une vieille paranoïaque. Il m'offrait ses années d'expérience et son réseau sans rien demander en retour, sinon la justice. Je vous fais confiance. Parfait. Alors, appelez-le. Maintenant. Mettez le haut-parleur. Je veux entendre. J'ai pris mon téléphone, les mains tremblantes. J'ai composé le numéro d'Antoine. 3 sonneries. Il a décroché. « Maman ?» Sa voix était surprise. « Oh, mon fils !» ai-je dit, en mettant dans ma voix toute la fatigue que je ressentais réellement. « J'ai besoin de te parler de ce qui s'est passé hier. »« Ah, oui. Écoute, je crois que tu as été un peu mélodramatique. Nous étions seulement en train de...
Tu as raison, l'ai-je interrompu. Tu as raison, Antoine. J'ai été mélodramatique. Je suis vieille. Je suis fatiguée. Et peut-être que vous avez raison. Peut-être que j'ai besoin d'un endroit plus petit, plus gérable. Silence de l'autre côté. Puis, sérieusement? Sérieusement. Mais je veux te demander quelque chose. Ne m'envoyez pas dans un EHPAD public, je t'en supplie. Laisse-moi chercher un petit appartement à louer et donne-moi une aide mensuelle pour les frais. Pas grand-chose, juste assez pour vivre dignement. J'ai entendu Élise chuchoter en fond. Puis, Antoine a répondu. De combien aurais-tu besoin? Environ 350 € par mois. Pour le loyer, la nourriture, les charges. C'est d'accord, dit-il trop vite, trop soulagé. On peut faire ça. Mais j'ai besoin que tu signes les papiers que je devais te donner hier. Ceux de la renonciation à l'usufruit. Quand est-ce qu'on peut se voir? Donne-moi quelques jours. Pour digérer tout ça. Pour faire mes adieux à l'appartement. Vendredi? Vendredi. Parfait. Je t'envoie l'adresse du notaire. Et... maman? Merci d'être raisonnable. J'ai raccroché avant de vomir de dégoût. Maître Moreau avait un sourire satisfait. Parfait. Vous venez de leur donner la corde pour se pendre. Vendredi, quand ils arriveront chez le notaire, nous les attendrons avec une ordonnance du tribunal et 2 agents de la police judiciaire. 2 agents? Au cas où ils tentèrent quelque chose. L'abus de faiblesse sur personne vulnérable est un délit grave. Et avec cet audio, nous avons suffisamment d'éléments pour une interpellation. Je me suis adossée à la chaise, épuisée, mais étrangement en paix. « Maître, vous croyez vraiment qu'on peut gagner ?» Il a soutenu mon regard avec une intensité que je n'avais jamais vue. « Hélène, non seulement nous allons gagner, mais nous allons faire en sorte qu'il regrette, chaque jour, d'avoir sous-estimé une femme qui a bâti sa liberté de ses propres mains. Et c'est ainsi qu'a commencé ma transformation de victime à chasseresse. Parce que la plus grande erreur des prédateurs est de croire que la proie n'a pas de griffes. Les jours entre ce mercredi et ce vendredi furent les plus longs de ma vie. Chaque minute s'étirait comme un chewing-gum, lourde et dense. Mais Maître Moreau m'avait donné des instructions très claires. Agir normalement, ne pas éveiller les soupçons. Et surtout, continuer d'enregistrer chaque interaction avec Antoine et Élise. Le jeudi après-midi, Élise m'a appelée. Sa voix était mielleuse, presque maternelle. Le genre de douceur qu'utilisent les serpents avant de mordre. « Madame Hélène, comment allez-vous? Antoine m'a parlé de votre conversation. Je veux que vous sachiez que vous avez pris une décision très sage. J'ai serré le téléphone contre mon oreille, l'enregistreur activé. Merci, Élise. Je suppose que vous avez raison. Je n'ai plus l'âge d'entretenir un si grand appartement. Exactement. Et écoutez, je veux que vous sachiez que nous ne sommes pas de mauvaises personnes. Les 350 € par mois sont garantis. C'est juste, n'est-ce pas? Vous nous donnez l'appartement et nous prenons soin de vous. Vous nous donnez l'appartement. Comme si c'était un échange équitable. Comme si 30 ans de ma vie valaient 350 € par mois. Oui, c'est juste. Ai-je menti, sentant la bile me remonter dans la gorge. Parfait. Alors, demain à 11 h chez le notaire. Tout est prêt. Vous n'avez qu'à signer, et c'est réglé. Tout le monde est content. Ah, et Madame Hélène. Oui? Il n'est pas nécessaire que vous veniez avec un avocat ou quoi que ce soit. C'est une simple formalité. Entre familles, n'est-ce pas? La confiance est le plus important. J'ai souri amèrement. Bien sûr, Élise, entre familles. Quand j'ai raccroché, j'ai envoyé l'audio à Maître Moreau avec un message. Ils sont déjà en train de fêter ça. Sa réponse fut immédiate. Laissez-les s'enivrer de confiance. Demain sera leur réveil le plus brutal. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Non pas d'angoisse, mais d'anticipation. C'était comme la veille d'une grosse livraison de gâteaux de mariage. Mais au lieu d'attendre des éloges, j'attendais la justice. Je me suis levée à 5 h du matin. J'ai pris un bain calmement, laissant l'eau chaude détendre mes muscles tendus. Je me suis habillée avec mon plus bel ensemble. Un tailleur pantalon bleu marine,
que j'avais acheté pour la remise de diplôme d'Antoine, mais que je n'avais jamais porté. Je me suis maquillée légèrement. J'ai mis les boucles d'oreilles en perles que Jean-Pierre m'avait offertes pour notre 20e anniversaire. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une femme que je ne reconnaissais pas tout à fait. C'était toujours moi, mais il y avait quelque chose de différent dans mes yeux. Quelque chose de dur, quelque chose qui brillait de détermination. À 9 heures du matin, je suis arrivée au cabinet de Maître Moreau. Mais cette fois, nous n'étions pas seuls. 3 autres personnes attendaient. Hélène, je vous présente Maître Javier Ramos, spécialiste en droit patrimonial. Il s'occupera de la partie civile de l'affaire. Voici Madame Patricia Morales, du parquet, spécialisée dans les délits contre les personnes âgées. Et voici l'agent du ministère public, Roberto Salazar. Je suis restée bouche bée. Tout ça, Madame Morales, une femme de 45 ans au regard perçant, m'a tendu la main. Madame Hélène, votre dossier est arrivé sur mon bureau il y a 2 jours. J'ai écouté les audios, j'ai lu les documents. Et je vais être honnête, en 15 ans de carrière, j'ai rarement vu un cas aussi clair d'abus de faiblesse avec préméditation. Votre fils et votre belle-fille n'ont pas seulement commis une fraude, ils ont commis un délit. Que va-t-il se passer? Ai-je demandé d'une voix tremblante. L'agent Salazar, un homme corpulent à la moustache épaisse, a expliqué. À 11 heures, vous entrerez chez le notaire, comme convenu. Nous serons dehors, à attendre. Quand ils arriveront, et que vous serez tous réunis, j'entrerai avec un mandat de comparution. Nous les emmènerons au commissariat pour une déposition. Là, ils seront formellement informés de l'assignation civile et de la plainte pénale. Et l'appartement? Ai-je demandé, sentant mon cœur battre dans ma gorge. Maître Ramos a souri. Nous avons déjà préparé la mesure conservatoire. Dès que l'assignation est déposée, la propriété est gelée. Ils ne peuvent pas la vendre, l'hypothéquer davantage ou effectuer la moindre transaction. Et si nous prouvons la fraude, ce que nous allons faire, la donation est annulée et la propriété revient à votre nom. Combien de temps cela prendra-t-il? Entre 3 et 6 mois, répondit Maître Moreau. Mais, Hélène, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. À partir d'aujourd'hui, votre relation avec votre fils change pour toujours. Il n'y a pas de retour en arrière possible. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément. Ma relation avec lui a changé le jour où il a décidé de me vendre pour un prêt bancaire. Je ne fais que récupérer ce qui est à moi. À 10h30, nous sommes partis pour l'étude notariale. J'étais dans ma voiture, suivie par un véhicule banalisé, où se trouvaient les avocats et l'agent. Mon portable a sonné. C'était Antoine. « On arrive. On sera à l'heure. »« Moi aussi. À tout à l'heure. » Je me suis garée devant l'étude, un immeuble ancien dans le quartier de l'Odéon. Mes jambes tremblaient en sortant de la voiture. Maître Moreau s'est approché et a posé une main sur mon épaule. « Respirez. Vous pouvez le faire. Entrez, saluez-les, agissez normalement. Quand j'entrerai, éloignez-vous et laissez-nous faire notre travail. » J'ai hoché la tête et je suis entrée. Le notaire, un homme chauve à lunettes épaisses, m'a reçu avec un sourire professionnel. « Madame Hélène, bienvenue. Votre fils m'a prévenu qu'ils arrivaient. Un café pendant que vous attendez? » « Non, merci, ça ira. » Je me suis assise dans l'une des chaises de la salle d'attente. Mes mains étaient moites. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde dans la pièce pouvait l'entendre. 5 minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Antoine est entré le premier, en costume gris et cravate bleue. Il semblait sûr de lui, détendu, presque heureux. Derrière lui venait Élise, impeccable comme toujours, dans une robe beige et des talons qui résonnaient sur le marbre. « Salut, maman !» dit Antoine en me faisant une bise sur la joue qui me parut glaciale. « Prête à en finir ?»« Prête !» ai-je répondu d'une voix neutre. Élise m'a souri. « Madame Hélène, vous avez très bonne mine. Ce tailleur vous va à ravir. » Hypocrite, ai-je pensé, mais j'ai souri. « Merci, ma chère. » On nous a fait entrer dans le bureau du notaire. Il avait déjà les documents étalés sur son bureau en acajou. Des papiers, et encore des papiers,
avec des sceaux, des signatures, des paragraphes en petits caractères. « Bien, » dit le notaire en ajustant ses lunettes. « Nous avons donc ici la renonciation formelle de Madame Hélène à tout droit d'usufruit, d'habitation ou d'usage sur la propriété située rue. » Il n'a pas terminé sa phrase. La porte s'est ouverte à la volée. Maître Moreau, Madame Morales, Maître Ramos et l'agent Salazar sont entrés. Le notaire s'est levé, confus. Que signifie ceci? L'agent Salazar a montré sa plaque. Police judiciaire. J'ai un mandat de comparution pour Monsieur Antoine Fournier et Madame Élise Lambert. Antoine a pâli. Élise s'est levée de sa chaise, furieuse. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Madame Morales s'est avancée. Ce n'est pas une plaisanterie, madame. Vous êtes convoquée par le parquet, section de la protection des personnes âgées. Vous êtes accusée de fraude, d'abus de faiblesse et d'abus de confiance. Antoine m'a regardé, les yeux exorbités. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis levée lentement. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans ciller. Ce que j'aurais dû faire il y a 6 mois, me défendre. C'est ridicule, cria Élise. Elle a signé volontairement. Nous avons les papiers. Maître Moreau a sorti un dossier. Des papiers obtenus par la tromperie, des menaces voilées et la manipulation émotionnelle. Nous avons des enregistrements de vos propres voix, confessant le plan, la traitant de fardeau et prévoyant de l'enfermer dans un EHPAD public. Vous voulez les écouter ici? Ou vous préférez le faire au commissariat? Le silence qui a suivi était assourdissant. Élise a tenté de parler, mais Maître Ramos l'a interrompu. De plus, nous avons demandé et obtenu une mesure conservatoire. La propriété est gelée à compter de cet instant. Vous ne pouvez ni la vendre, ni la louer, ni effectuer aucune transaction jusqu'à ce que le jugement en nullité soit rendu. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria Antoine, la voix brisée. « Je suis le propriétaire légal. Vous êtes le propriétaire d'un bien obtenu illégalement, » répondit froidement Madame Morales. « Et cela s'appelle de la spoliation. Maintenant, vous nous suivez volontairement ou je dois appeler des unités en renfort. » Antoine m'a regardé avec un mélange de choc, de rage et quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Maman, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton fils. » J'ai senti les larmes monter, mais je les ai retenues. « Pas ici. Pas maintenant. C'est justement pour ça que ça fait si mal, Antoine. Parce que tu es mon fils et que même ainsi, tu m'as trahi. » Élise a tenté de s'approcher de moi, mais l'agent Salazar s'est interposé. « Madame, s'il vous plaît, suivez-nous. Vous pourrez appeler votre avocat depuis le commissariat. » Je les ai regardés sortir, escortés. Antoine marchait comme un zombie, la tête basse. Élise hurlait des menaces vagues de procès et d'avocats hors de prix. Quand la porte s'est refermée derrière eux, mes jambes ont cédé. Maître Moreau m'a soutenue avant que je ne tombe. « C'est passé, » m'a-t-il murmuré. « Le plus dur est passé. » Mais ce n'était pas vrai. Le plus dur ne faisait que commencer. Parce que c'est une chose de récupérer un appartement. C'en est une autre de se remettre du fait que votre propre sang a voulu vous laisser à la rue. Les 3 mois suivants furent un tourbillon de citations à comparaître, d'audiences, d'expertises et de dépositions. Chaque semaine, je devais me présenter dans un bureau officiel pour répondre à des questions, signer des documents, ratifier des témoignages. Antoine et Élise ont engagé un avocat hors de prix, de ceux qui facturent 3 000 € juste pour la première consultation. Un homme en costume italien, avec un sourire de requin, qui a tenté de m'intimider chaque fois que nous nous croisions dans les couloirs du tribunal. « Madame, on peut régler ça sans tout ce scandale », me disait-il d'une voix mielleuse. « Pensez à votre fils. Voulez-vous vraiment gâcher sa vie pour un malentendu ?» Je le regardais sans ciller, et je répondais « Ce n'était pas un malentendu, c'était un vol planifié, et je n'ai pas gâché sa vie. C'est lui qui a gâché la mienne. » Pendant ce temps, je n'ai plus parlé à Antoine. Il a essayé de m'appeler 2 fois. Il a laissé des messages vocaux que je n'ai jamais écoutés en entier. Puis,
Je suppose que son avocat lui a conseillé de ne plus me contacter. Élise, en revanche, m'a envoyé un message à 3 heures du matin, un mardi. Un seul message, rempli d'insultes, de menaces et de mots que je n'aurais jamais cru lire, écrits avec tant de venin. Je l'ai gardé comme preuve et je l'ai remis à Madame Morales. « Parfait !» dit-elle avec un sourire satisfait. « Intimidation de témoin, ça ajoute des charges au dossier. » Ma pâtisserie continuait de tourner, mais je n'étais plus la même. Mes employés remarquaient le changement, me demandaient si j'allais bien. Je souriais et j'acquiesçais, mais à l'intérieur, j'avais l'impression de porter des pierres dans la poitrine. Les nuits étaient le pire. Je me réveillais à 3 heures du matin, en sueur, faisant des cauchemars où Antoine était à nouveau un enfant et où je le perdais dans un marché. Je rêvais que je le cherchais en criant son nom, mais il ne se retournait jamais. Un après-midi, mon amie Clara, avec qui je travaillais depuis des années à la pâtisserie, m'a préparé une tisane et s'est assise en face de moi. « Hélène, tu vas vraiment aller jusqu'au bout avec ça? Qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» lui ai-je demandé fatiguée. « Je ne sais pas, mais je sais que ce garçon est ton unique enfant et que quand tout ça sera fini, que tu gagnes ou que tu perdes, plus rien ne sera jamais pareil entre vous. Plus rien n'est pareil, Clara. C'est mort le jour où il a décidé de me voir comme un fardeau au lieu de sa mère. » Elle a soupiré et a pris ma main. « Je te demande juste de ne pas perdre de vue qui tu es, parce que j'ai vu trop souvent comment la rage nous transforme en ce que nous détestons. » Ces mots m'ont hanté pendant des jours. Finalement, le jour de l'audience décisive est arrivé. Le jour où le juge entendrait tous les arguments, examinerait toutes les preuves et rendrait sa sentence sur la nullité de la donation. C'était un mercredi d'avril. Le ciel était gris, menaçant de pluie. Je me suis levée à 6 heures. Je me suis habillée d'un tailleur bleu marine et j'ai relevé mes cheveux en un chignon impeccable. Je voulais avoir l'air digne. Je voulais que le juge voie une femme sérieuse, pas une victime désespérée. Maître Moreau est passé me prendre à 8 heures. « Prête ?» demanda-t-il en étudiant mon visage. « Aussi prête que je peux l'être pour voir mon fils s'asseoir sur le banc des accusés. » Le tribunal était dans le centre-ville, un bâtiment ancien au plafond haut et au couloir, qui sentait le vieux papier et le désinfectant. Nous sommes montés au 3e étage, où se trouvait la salle d'audience. Antoine et Élise étaient déjà là, assis avec leur avocat. Ils portaient un costume noir, une cravate grise et avaient l'air hagards. Il avait perdu du poids, avait des cernes profonds. Élise, en revanche, gardait son sang-froid glacial, avec une robe gris-perle et les cheveux parfaitement lisses. Quand je suis entrée, Antoine a levé les yeux. Nos regards se sont croisés pendant une seconde, qui a paru une éternité. J'ai vu de la douleur dans son regard, du regret peut-être, ou peut-être juste la peur des conséquences. J'ai détourné le regard. On nous a appelés dans la salle. Un espace rectangulaire au mur crème, une estrade pour le juge, et des bancs en bois pour les parties. Je me suis assise à côté de mes avocats. Antoine et Élise se sont assis de l'autre côté, à peine 3 mètres de moi. Le juge est entré. Un homme d'environ 60 ans, cheveux blancs et regard perçant. Il s'est assis, a arrangé ses papiers et a parlé d'une voix ferme. « Nous sommes ici pour statuer sur la demande en nullité de donation de propriété déposée par Madame Hélène Fournier contre son fils, Monsieur Antoine Fournier, et sa belle-fille, Madame Élise Lambert. Nous examinerons également la plainte pénale pour abus de faiblesse sur personne vulnérable. Procédons à la présentation des preuves. » Maître Ramos s'est levé et a commencé à exposer l'affaire. Il a parlé pendant 20 minutes, expliquant chronologiquement comment il m'avait sans tromper, comment ils avaient utilisé ma peur de perdre mon patrimoine pour me manipuler, comment ils avaient demandé le prêt hypothécaire à mon insu. Puis vint le moment le plus dur, la diffusion des audios. La voix d'Élise a rempli la salle. « On est presque débarrassé du fardeau. On va l'envoyer dans un EHPAD public, tu imagines? Mais au moins, on récupère l'investissement. » J'ai vu Antoine fermer les yeux, serrant les poings sur ses genoux.
puis l'audio de sa conversation avec l'agent immobilier. Je dois d'abord sortir l'occupante actuelle. L'avocat de la défense a tenté de s'opposer, arguant que les audios avaient été obtenus sans consentement. Mais Madame Morales a répondu calmement. Les audios ont été enregistrés par la victime elle-même lors de conversations auxquelles elle participait. C'est parfaitement légal dans le cadre de la documentation d'un délit. Le juge a acquiescé et a laissé continuer. Ensuite, ce fut mon tour de témoigner. Je me suis levée, les jambes tremblantes. J'ai marché jusqu'à la barre. J'ai posé ma main sur le code civil et j'ai juré de dire la vérité. Maître Ramos m'a posé des questions de base d'abord. Mon nom, mon âge, ma profession. Comment j'avais acquis la propriété? Madame Hélène, pouvez-vous décrire avec vos propres mots ce que votre fils et votre belle-fille vous ont dit quand ils vous ont demandé de signer la donation? J'ai respiré profondément. Ils m'ont dit que c'était pour me protéger, que si je mourais, Antoine devrait payer plus de 200 000 € de droits de succession. Ils m'ont dit que c'était juste une formalité sur le papier, que je continuerais à vivre dans mon appartement comme toujours. Ils me l'ont juré. Et vous les avez crus? Oui, parce que c'était mon fils, parce que je pensais qu'il ne me ferait jamais de mal. Quand avez-vous réalisé qu'il vous avait trompé? Les larmes ont commencé à couler sur mes joues, mais ma voix est restée ferme. Quand mon avocat m'a appelé pour me dire que je n'étais plus propriétaire de rien, qu'ils avaient hypothéqué mon appartement et qu'ils prévoyaient de me mettre dehors pour le vendre. Comment vous êtes-vous senti à ce moment-là? J'ai regardé directement Antoine. Il avait la tête basse, évitant mon regard. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai senti que 30 ans de travail, de sacrifice, d'amour inconditionnel n'avaient rien signifié pour lui. J'ai senti que mon unique fils m'avait vendu pour de l'argent. Le silence dans la salle était absolu. Puis ce fut au tour de l'avocat de la défense de m'interroger. Il s'est levé, l'air sévère. « Madame Hélène, est-il vrai que vous avez signé les documents volontairement devant un notaire? J'ai signé ce que mon fils m'a demandé de signer, en lui faisant confiance. Avez-vous lu les documents avant de signer? Le notaire les a lus rapidement. Je faisais confiance à mon fils pour ne pas me mentir. Madame, vous avez 68 ans. Vous êtes propriétaire d'un commerce florissant. Vous me dites que vous n'avez pas la capacité de lire un document légal avant de le signer. J'ai senti la rage monter. J'en ai la capacité. Ce que je n'avais pas, c'était une raison de me méfier de mon propre fils. N'est-il pas vrai que vous faites tout ce théâtre parce que vous regrettez votre décision? Que maintenant vous voulez récupérer l'appartement que vous avez volontairement donné? Objection, a crié Maître Ramos. Il harcèle le témoin. Accordé, dit le juge. Maître, reformulez. L'avocat a changé de tactique. Madame Hélène, votre fils vous a-t-il menacé physiquement? Non. Vous a-t-il frappé? Non. Vous a-t-il enfermé contre votre volonté? Non. Mais il m'a manipulé, il m'a menti, et il a prévu de me laisser à la rue. Selon vous, selon vos interprétations de conversations privées que vous avez enregistrées sans consentement. Madame Morales s'est levée. Votre honneur, encore une fois, ces arguments ont déjà été réfutés. Les enregistrements sont légaux, et les mots qu'ils contiennent sont clairs et sans équivoque. Le juge a frappé de son marteau. Objection retenue. Maître, avez-vous d'autres questions pour le témoin? Non, votre honneur. On m'a permis de quitter la barre. Mes jambes me soutenaient à peine. Ensuite, un expert psychologue qui avait évalué mon état mental a témoigné. Il a confirmé que j'étais parfaitement lucide et que j'avais été victime de manipulations émotionnelles systématiques. Puis ce fut le tour d'Antoine. Je l'ai vu marcher vers la barre d'un pas lent. Il avait l'air petit, vulnérable. Rien à voir avec l'homme sûr de lui qui était entré dans cette étude notariale des mois plus tôt, croyant avoir gagné. « Monsieur Fournier », commença son propre avocat, « pouvez-vous expliquer quelle était votre intention en demandant à votre mère de vous céder la propriété ?» Antoine parla à voix basse. « Je voulais juste la protéger. J'ai fait des recherches. Et c'est vrai que les droits de succession sont très élevés.
Je ne voulais pas qu'il y ait des problèmes plus tard. Avez-vous, à un quelconque moment, prévu de la laisser à la rue? Non, jamais. Ces conversations qu'elle a enregistrées, elles sont sorties de leur contexte. J'étais en colère, frustrée, mais je n'ai jamais vraiment pensé à lui faire du mal. Et le prêt hypothécaire? Antoine hésita. Nous en avions besoin pour un projet d'investissement. Ça allait générer des revenus. Et après, j'allais rendre l'appartement à ma mère. Pourquoi ne pas le lui avoir expliqué avant de demander le crédit? Parce que j'ai pensé qu'elle s'inquiéterait pour rien. Ce fut au tour de maître Ramos de l'interroger. « Monsieur Fournier, est-il exact que vous avez dit à un agent immobilier que vous deviez sortir l'occupante actuelle en parlant de votre mère ?» Antoine pâlit. C'était... Oui ou non? Oui, mais je ne le pensais pas sérieusement. Vous ne pensiez pas sérieusement non plus quand votre femme a dit que votre mère était un fardeau et que vous ne l'avez pas corrigée? Je ne pouvais pas contrôler ce qu'Élise disait. Mais vous pouviez la défendre. L'avez-vous fait? Silence. Monsieur Fournier, répondez à la question. Avez-vous défendu votre mère quand votre femme l'a traitée de fardeau? Ah non, murmura Antoine. Et pour la première fois, une larme roula sur sa joue. Je ne l'ai pas défendue. Le juge a ordonné une suspension de séance de 30 minutes. Je suis sortie de la salle et je me suis appuyée contre le mur du couloir, tremblante. Maître Moreau m'a offert de l'eau. Clara, qui était venue me soutenir, m'a serrée dans ses bras en silence. Quand nous sommes revenus, le juge avait sa décision. Après examen exhaustif des preuves présentées, notamment les enregistrements audio et les témoignages, ce tribunal décide ce qui suit. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à entendre. Premièrement, est déclarée nulle la donation de propriété réalisée par Madame Hélène Fournier en faveur de son fils, Monsieur Antoine Fournier, pour avoir été réalisée sous l'emprise du dol, de la manipulation et d'une erreur substantielle induite par la tromperie. Deuxièmement, la propriété située au 24 rue des Archives, Paris 3e, est restituée immédiatement au nom de sa légitime propriétaire, Madame Hélène Fournier. Troisièmement, le prêt hypothécaire obtenu frauduleusement demeure la responsabilité exclusive de Monsieur Antoine Fournier et Madame Élise Lambert, qui devront le liquider sans que la propriété ni Madame Hélène n'aient aucune responsabilité. Quatrièmement, Monsieur Antoine Fournier et Madame Élise Lambert sont condamnés au paiement de 35 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et frais de justice en faveur de Madame Hélène Fournier. Cinquièmement, le dossier est transmis au procureur pour déterminer s'il y a lieu d'engager des poursuites pénales pour les délits d'escroquerie et d'abus de faiblesse sur personnes vulnérables. Le marteau est tombé. L'audience est levée. Le monde a semblé s'arrêter. Antoine avait la tête entre les mains. Élise regardait droit devant elle, les yeux pleins de larmes de rage. Je suis restée immobile, digérant le fait que j'avais gagné. J'avais récupéré mon appartement, ma dignité, ma vie. Mais en regardant mon fils, effondré sur cette chaise, les épaules voûtées et la défaite écrite sur chaque ligne de son visage, j'ai réalisé quelque chose de dévastateur. J'avais gagné la bataille, mais j'avais perdu mon fils pour toujours. Les jours suivant la sentence furent étranges, silencieux, comme se réveiller après une tempête et ne pas reconnaître le paysage qu'elle a laissé. Je suis retournée dans mon appartement, légalement mien à nouveau, et j'ai parcouru chaque pièce comme si c'était la première fois. J'ai touché les murs, je me suis assise sur mon canapé, j'ai ouvert le balcon et j'ai respiré l'air parfumé au géranium. Tout était pareil. Mais je n'étais plus la même femme qui était partie d'ici des mois plus tôt. Maître Moreau m'a aidée avec toutes les formalités pour enregistrer à nouveau la propriété à mon nom. La banque, après une négociation tendue, a accepté qu'Antoine et Élise soient les seuls responsables du prêt. Mon appartement était libre de toute charge. Les 35 000 € de dédommagement sont arrivés sur mon compte 3 semaines plus tard.
C'était une somme considérable, mais elle me semblait vide, comme si aucune somme d'argent ne pouvait compenser ce que j'avais vraiment perdu. Un après-midi de mai, alors que je décorais un gâteau dans ma pâtisserie, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité. « Maman ?» La voix d'Antoine m'a transpercée comme un couteau. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste écouté sa respiration saccadée de l'autre côté. « Maman, je sais que je n'ai pas le droit de t'appeler. Je sais que j'ai tout gâché. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. » J'ai fermé les yeux, serrant le téléphone contre mon oreille. « Élise et moi, nous divorçons. » a-t-il continué d'une voix brisée. Elle m'a quittée quand on a perdu le procès. Elle a dit que j'étais un incapable, que j'avais fichu en l'air le meilleur plan qu'on avait, que j'étais faible de ne pas avoir été plus dure avec toi. J'ai senti une boule dans ma gorge, mais je n'ai pas parlé. Et elle avait raison, maman. J'étais faible, mais pas comme elle le pense. J'étais faible parce que je l'ai laissée me contrôler, parce que j'ai permis qu'elle me convainque que tu étais un fardeau, parce que j'ai oublié qui tu es vraiment. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. En silence, j'ai perdu mon travail, a-t-il poursuivi. L'entreprise a appris pour le procès, et ils m'ont licencié. Ils disent que je suis un risque réputationnel. Je vis dans un petit studio que j'ai loué avec le peu qu'il me restait. Et chaque jour, je me réveille en me demandant comment j'ai pu te trahir comme ça. Antoine, ai-je enfin parlé, d'une voix rauque. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. J'ai besoin de te dire ça, même si après tu ne veux plus jamais entendre parler de moi. Maman, j'ai passé 32 ans de ma vie à te voir te lever chaque jour avant l'aube. Je t'ai vu pâtisser jusqu'à te brûler les mains. Je t'ai vu pleurer mon père et quand même continuer. Je t'ai vu construire un commerce à partir de rien. Et au lieu d'honorer cet héritage, au lieu de te protéger comme tu m'as protégé toute ma vie, je t'ai poignardé dans le dos. Sa voix s'est complètement brisée. Je n'attends pas que tu me pardonnes. Je ne mérite pas ton pardon. Je voulais juste que tu saches que je me déteste pour ce que je t'ai fait. Et que si je pouvais remonter le temps, je donnerais tout ce que j'ai pour ne jamais avoir signé ce maudit prêt. Pour t'avoir défendu quand Élise t'insultait. Pour avoir été le fils que tu méritais, au lieu du monstre que je suis devenu. Le silence qui a suivi était dense, chargé d'années d'amour, de douleur, de trahison et de regret. « Antoine !» ai-je dit finalement, en essuyant mes larmes. « Je vais te dire quelque chose que tu as besoin d'entendre. Et après ça, ce sera à toi de décider quoi faire de ta vie. Dis-moi, le pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on donne parce que quelqu'un le demande. On le donne quand la personne offensée est prête à lâcher le poids de la rancœur. Et je ne suis pas encore prête. J'ai entendu ces sanglots de l'autre côté. Ce que tu m'as fait est impardonnable. Tu m'as pris ma paix. Tu m'as pris ma confiance. Tu m'as fait douter de mon propre jugement. Et surtout, tu m'as fait sentir que je ne valais rien pour toi. Maman, mais, ai-je continué, tu es mon fils. Et même si je voulais te détester, même si je voulais t'effacer de ma vie comme tu as essayé de m'effacer de la tienne, je ne peux pas. Parce que l'amour d'une mère ne s'éteint pas comme ça, Antoine. C'est comme ces braises qui continuent de brûler sous la cendre, même quand tout semble mort. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que je ne vais pas prétendre que rien ne s'est passé, que nous n'allons pas redevenir ce que nous étions, parce que ça n'existe plus. Mais je ne vais pas non plus te fermer la porte pour toujours. Tu me donnes une chance ? Je te dis que le pardon se gagne, Antoine. Pas avec des mots, pas avec des larmes. Il se gagne avec des actes, avec le temps, en me prouvant que tu as compris la leçon, que tu as grandi, que tu es devenu un homme, un vrai, pas la marionnette d'une femme manipulatrice. Comment je te le prouve ? Ça, tu dois le découvrir tout seul. Mais je vais te donner un conseil. Commence par te reconstruire toi-même. Trouve un travail. Paie tes dettes. Apprends à vivre avec les conséquences de tes décisions. Et surtout, apprends à te regarder dans le miroir sans ressentir de dégoût.
Il y eut une longue pause. Et si j'y arrive, si je change vraiment, y aura-t-il de nouveau une place pour moi dans ta vie? Pas peut-être, ai-je répondu honnêtement. Ou peut-être pas. Ça dépendra de beaucoup de choses. Mais pour l'instant, ce dont j'ai besoin, c'est d'espace, de distance, de temps pour guérir ce que vous avez brisé. Je comprends, dit-il d'une petite voix. Et maman? Même si ça ne sert à rien. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai juste perdu de vue ce qui comptait vraiment. Je t'aime aussi, Antoine. C'est pour ça que ça fait si mal. J'ai raccroché avant de m'effondrer complètement. Les mois ont suivi leur cours. L'été est arrivé avec sa chaleur étouffante. Ma pâtisserie a commencé à recevoir plus de commandes. Un grand hôtel du centre m'a commandé 100 cheesecakes individuels. Le travail me tenait occupée, et c'était une bonne chose. Je n'avais pas le temps de sombrer dans la douleur. Un après-midi d'août, Clara est entrée dans le laboratoire avec une expression sérieuse. « Hélène, il y a une femme dehors qui veut te parler. Elle dit qu'elle s'appelle Martine et que son histoire ressemble à la tienne. » Je suis sortie et j'ai trouvé une dame d'environ 70 ans, le visage sillonné de rides et les yeux pleins de tristesse. « Madame Hélène, je m'appelle Martine Duval. J'ai vu votre affaire aux informations et je vis quelque chose de similaire avec ma fille et mon gendre. Ils me mettent la pression pour que je leur signe mon appartement. Ils disent que c'est pour me protéger. Mais après avoir vu ce qui vous est arrivé, j'ai peur. Je l'ai fait entrer. Je lui ai préparé un café et j'ai écouté son histoire. C'était presque identique à la mienne. Les mêmes mots, les mêmes promesses, la même manipulation déguisée en amour. « Que puis-je faire ?» m'a-t-elle demandé d'une voix tremblante. « Je ne veux pas perdre mon foyer, mais je ne veux pas perdre ma fille non plus. » Je lui ai donné le contact de Maître Moreau. Je lui ai expliqué les étapes à suivre. Et je lui ai dit quelque chose qu'elle avait besoin d'entendre. « Martine, protéger votre patrimoine n'est pas une trahison envers vos enfants. C'est un acte d'amour-propre. Et s'ils vous aiment vraiment, ils le comprendront. » Elle est partie avec une étincelle d'espoir dans les yeux. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai pensé à combien de femmes comme Martine et moi il y avait en France. Combien de mères manipulées, combien d'enfants profitant de la confiance aveugle de celles qui leur ont donné la vie. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Moreau. « Maître, je veux faire quelque chose. Je veux utiliser une partie du dédommagement pour créer quelque chose d'utile. » « À quoi pensez-vous ? » « Une association. Petite, sans prétention. Mais qui offrirait des conseils juridiques gratuits aux personnes âgées victimes d'abus patrimonial? Qui leur apprendrait à identifier les signaux? Qui leur donnerait les outils pour se défendre? » Il y eut un silence, puis « Hélène, c'est brillant. Et je connais 3 autres avocats qui seraient prêts à donner quelques heures par mois pour une telle cause. » C'est ainsi qu'est née Racine Sûre, une petite association loi 1901 que nous avons enregistrée en septembre. Avec 15 000 € de mon dédommagement, nous avons loué un petit local dans le 11e. 2 jours par semaine, nous offrions des consultations gratuites. La première semaine, 3 personnes sont venues. La deuxième, 8. Au bout d'1 mois, nous avions une liste d'attente. Chaque histoire que j'entendais était comme voir un miroir de ma propre douleur. Mais c'était aussi une chance d'empêcher que d'autres vivent la même chose. En plus des conseils juridiques, j'ai commencé à donner des ateliers de pâtisserie gratuits le samedi. Pas seulement pour enseigner le métier, mais pour créer une communauté. Un espace où les femmes plus âgées pouvaient se sentir valorisées, utiles, vivantes. Une de mes élèves, Madame Carmela, 73 ans, m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Madame Hélène, je ne viens pas ici que pour les gâteaux. Je viens parce qu'après que mes enfants m'ont abandonnée dans un EHPAD, j'ai cru que ma vie était finie. Mais vous m'avez appris qu'il y a encore de la douceur à créer, qu'il y a encore un but. » En novembre, 6 mois après la sentence, j'ai reçu une lettre recommandée. C'était d'Antoine. Les mains tremblantes, je l'ai ouverte. « Maman, je n'attends pas de réponse à cette lettre.
Je veux juste que tu saches que j'ai trouvé du travail dans une petite entreprise de logiciels. C'est un poste modeste, bien en dessous de ce que je gagnais avant. Mais c'est honnête. Je rembourse petit à petit le prêt qui a tout gâché. Ça va me prendre des années pour le liquider, mais je le ferai. J'ai aussi commencé une thérapie. Le thérapeute m'aide à comprendre comment j'ai laissé Élise me manipuler. Comment j'ai confondu l'amour avec l'obsession de paraître réussir. Comment j'ai trahi les valeurs que tu m'as inculquées. Chaque semaine, je dépose 50 € sur un compte d'épargne. Je ne sais pas pourquoi exactement. Peut-être qu'un jour je pourrai te rendre, ne serait-ce qu'une infime partie de ce que tu m'as donné toute ta vie. Ou peut-être que c'est juste ma façon de me rappeler que les choses de valeur se construisent avec patience. Elles ne se volent pas. J'ai vu sur Internet pour ton association. J'ai lu les articles sur les ateliers de pâtisserie. Et j'ai été fière, parce que malgré tout le mal que je t'ai causé, tu as continué à être qui tu as toujours été. Une femme qui transforme la douleur en quelque chose de beau. Je ne te demande pas pardon, pas encore. Je veux juste que tu saches que j'essaie d'être meilleure, jour après jour, pas à pas. Et si un jour, quand tu sentiras que ton cœur est prêt, tu voulais prendre un café avec moi, j'attendrai, avec un amour et une honte éternelle. Ton fils, Antoine. J'ai replié la lettre lentement. Les larmes coulaient sur mes joues. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la douleur. Il y avait autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mais j'ai gardé la lettre dans le tiroir de ma coiffeuse, à côté des vieilles photos et du collier de perles de Jean-Pierre. Parce que le pardon, comme je l'avais dit à Antoine, ne vient pas en un jour. Il arrive par petites doses, dans des moments inattendus, dans la décision consciente de lâcher un gramme de rancœur chaque fois que le poids devient insupportable. Aujourd'hui, 1 an après cette sentence, je vis toujours dans mon appartement. Je continue de pâtisser. Je continue de donner des ateliers. Je continue d'aider des personnes qui ont besoin de retrouver leur dignité. Antoine et moi avons pris un café. 3 fois. Des conversations gênantes au début, où il parle de son travail et moi de mon association. Où nous évitons de mentionner Élise ou le procès. Où nous construisons maladroitement quelque chose de nouveau sur les ruines de ce que nous étions. Je ne sais pas si un jour nous retrouverons la relation que nous avions. Probablement pas. Mais peut-être que nous pourrons construire quelque chose de différent. Quelque chose de plus honnête. Quelque chose basé sur le respect mutuel et non sur une dépendance aveugle. Parce que j'ai appris quelque chose de fondamental dans ce processus douloureux. L'amour véritable n'est pas aveugle. L'amour véritable te permet de voir clairement et de choisir quand même de rester. Mais il te permet aussi de voir clairement quand il est temps de te protéger. Le respect n'est pas optionnel. Il ne se négocie pas. Il ne se mendie pas. Et votre dignité n'est pas à vendre. Peu importe qui est à l'acheteur. Je suis assise sur mon balcon cet après-midi, une tasse de café entre les mains, regardant les géraniums qui peignent le soir en rouge. Le même ciel que je voyais quand j'étais brisée. Le même ciel qui m'a vu me relever. Et je pense à toutes les femmes qui vivent en ce moment ce que j'ai vécu, qui se sentent seules, qui croient qu'elles n'ont aucun pouvoir. Et je veux leur dire ceci, du fond de mon âme. Vous n'êtes jamais trop vieille pour défendre ce qui est à vous. Il n'est jamais trop tard pour récupérer votre dignité. Et la vraie richesse n'est pas dans les propriétés que vous possédez, mais dans la capacité de vous regarder dans le miroir et de reconnaître la femme que vous êtes. Une femme qui se lève, qui se bat, qui survit et qui, malgré tout, reste capable d'aimer. Mais maintenant, avec les yeux grands ouverts. Fin. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si vous connaissez quelqu'un qui vit une situation similaire, ou si vous voulez simplement vous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour récupérer votre pouvoir, laissez-moi un commentaire en me disant d'où vous m'écoutez. Écrivez votre pays, votre ville. Parce que des histoires comme celle-ci ne connaissent pas de frontières. Et peut-être que votre commentaire sera l'élan dont quelqu'un d'autre a besoin pour se défendre. Mettez un « j'aime »
si vous croyez que le respect de nos aînés doit être inébranlable. Et abonnez-vous pour continuer à m'accompagner dans ces confessions de vie réelle qui nous rappellent combien nous pouvons être forts lorsque nous décidons de ne pas abandonner. Parce que la vraie victoire n'est pas de détruire celui qui vous a blessé. Elle est de vous reconstruire vous-même et de prouver qu'aucune trahison ne peut éteindre la lumière que vous portez en vous. Merci d'être resté jusqu'au bout. À la prochaine histoire.